L'actuel champ de course de Ksar Saïd fut, entre 1911 et 1924, le premier aérodrome tunisien. Il a été choisi pour sa tribune qui permettait au public, aux officiers et aux représentants de la presse de suivre les meetings aériens. Au départ, l'aviation était un sport, une aventure. Les meetings étaient payants et le choix s'est porté sur Ksar Saïd car l'aérodrome est situé à 8 km à l'ouest de Tunis, près d'une caserne militaire et surtout près de la voie ferrée Tunis-Bizerte qui servait de repère pour le cheminement des aviateurs. L'aérodrome de Ksar Saïd a servi entre 1911 et 1924 et c'était la plaque tournante de l'aviation à ses débuts dans la région. À l'initiative du général Pistor, commandant de la division d'occupation de Tunisie, une souscription est lancée en mars 1912. L'argent devait servir à l'achat d'un aéroplane. Pour encourager ce projet, le nom des donateurs est publié quotidiennement sur les colonnes de la dépêche tunisienne. Certains dirigeants du mouvement Jeunes Tunisiens participent à cette action. Ali Bachamba souhaitait que le premier avion acheté porte le nom Le Tunisien, comme l'hebdomadaire qu'il dirigeait à cette époque. La bourrasque du 14 août 1913 vient appuyer l'idée que la construction d'un hangar vaut mieux que l'acquisition d'un avion. Le vent qui souffle cette nuit-là arrache la moitié de la bâche du hangar démontable de Ksar Saïd. La construction de la base aérienne de Ksar Saïd, appelée plus tard Camp de Garros, s'achève au mois de juin 1914. Les nouveaux bâtiments, situés à l'extrême nord du champ de course, à quelques mètres de la piste, se composent de 3 hangars abritant 12 avions et de 2 ailes réservées aux ateliers de réparation et à l'administration. Le cinéaste tunisien Samama Chikli exploite en 1922 le nouvel aérodrome de Ksar Saïd pour le tournage de son film Zora, histoire d'une jeune fille française recueillie par une tribu bédouine. Ici, les protagonistes du film devant le Breguet 14. Heidi, héroïne du film et fille de Samama Chikli, témoigne qu'à la fin du film, un aviateur se pose sur le terrain où se faisait le tournage. Elle court vers lui habillée en bédouine. L'aviateur lui propose un tour en avion et elle découvre une fabuleuse vue aérienne de Tunis. Elle eut son baptême de l'air à 16 ans. Le nouvel aérodrome devient incontournable. La Tunisie, carrefour de routes commerciales, est désormais un rond-point des futures routes aériennes vers la France, le Maroc, l'Italie, la Libye, l'Égypte et les grandes routes africaines du Tchad à Madagascar et au Cap. Juste à la fin de la Première Guerre mondiale, on comptait en Tunisie une vingtaine d'aérodromes. Il y avait des aérodromes dans les environs des villes côtières et même à l'intérieur du pays, comme à Nefta, à Gafsa, à Tozeur et même dans un petit village comme Sned. Les habitants de la Tunisie à ce moment-là étaient très admirateurs de l'aviation, puisque dans le sud tunisien, on a compté plusieurs poèmes populaires composés par les chanteurs et dits dans les fêtes, les festivités et les mariages, comme on en trouve les échos dans le fameux roman Boson ayant pour titre Nausicaa sous les palmes, publié juste après 14-18. Ces très nombreux terrains d'aviation étaient justifiés par la faible autonomie de vol des avions. Il fallait posséder beaucoup de points de dégagement appelés terrains ou champs d'aviation.
Parfois, l'avion atterrissait dans les champs et les pâturages pouvaient servir de piste à de nombreux pilotes. Avec les risques que cela pouvait comporter. Depuis 1922, la presse française locale ne cesse de réclamer un vrai port aérien, à l'instar de celui du Bourget et des grandes villes d'Afrique du Nord. Pour convaincre les autorités, on insiste sur les nombreux vols qui ont déjà eu lieu. Le raid, effectué par le lieutenant Pelletier-Doisy entre Tunis, Paris, Casablanca et retour à Tunis, constitue un exemple probant. Le nouvel aérodrome mixte est donc bâti sur une plaine de 950 sur 900 mètres. L'emplacement d'El Aouina, sur les bords du lac de Tunis, est idéal. L'aéroport se trouve à 9 km de Tunis, dans la direction de Carthage. Ce projet revient au capitaine Maxime de Lafargue, aviateur, ancien chef du centre aéronautique de Biskra. Le choix d'El Aouina a été vraiment heureux parce que cet endroit se trouvait à moins de 5 km de Tunis, à moins de 5 km de l'aéroport pour hydravion, à quelques kilomètres de La Marsa, qu'il y avait possibilité d'agrandissement, qu'il y a eu rapidement construction d'une tourelle pour les fameux grands dirigeables qui existait encore à l'époque, et aussi il y avait la ligne de TGM Tunis-Goulet-La Marsa qui passait juste à côté et qui permettait non seulement aux voyageurs possibles, mais aux ouvriers de se diriger vers Tunis, leur lieu d'habitation, ou vers La Marsa. Les travaux du nouveau port aérien démarrent en 1923. Le signalement de l'aérodrome est encore rudimentaire. On procède à l'inscription sur le terrain d'atterrissage du mot « Tunis » en lettres capitales, conformément au règlement de l'aviation. Le 28 novembre 1923, 3 avions Breguet 14 de l'escadrille de la Commission d'études de navigation aérienne arrivent à Tunis en provenance de Biskra. Ils sont pilotés par le général Villemin, le capitaine Papin et le capitaine Dagneux. En lisant Tunis en lettres gigantesques sur le futur terrain d'aviation, ils atterrissent alors que les travaux n'étaient pas encore définitivement achevés. Ils furent ainsi les premiers à utiliser l'aérodrome de l'Aouina. Ce terrain d'aviation nommé base aérienne Roland-Garros était occupé par le 4e groupe d'aviation d'Afrique. La base comprenait une pyramide proche des hangars militaires érigés en commémoration du grand aviateur, des bâtiments pour le logement des sous-officiers et 3 hangars qui abritent 30 avions. Le terrain était équipé d'un quai d'atterrissage et d'un manche à air encore d'usage aujourd'hui. C'était la base de la circulation aérienne. Pour savoir sur quelle piste on devait se poser, on regardait le T. Un T, c'est une espèce de T mobile qui était sur un axe, qui tournait et qui se mettait parallèle à la piste en service. Avec la manche à air ne donne pas la direction de la piste, elle la donne implicitement, elle donne surtout la direction du vent, d'où vient le vent. Donc automatiquement on se pose face au vent. Le 22 juin 1924 est inauguré le premier aérodrome mixte Tunis-El Aouina. El Aouina a été inauguré
durant plusieurs jours de festivités, dont les vedettes furent notamment le fameux aviateur Pelletier Doisy et le fameux héros de la Première Guerre mondiale, né en Tunisie, le capitaine Madon. C'était un grand moment pour la Tunisie. Dans un premier temps, l'aérodrome n'a pas attiré beaucoup d'avions. Un seul avion en 1925, 9 en 1926 et 150 en 1933. Le terrain de Ksar Saïd, qui depuis 12 ans sert de camp d'aviation, retourne à sa vocation première comme terrain de manœuvre de l'artillerie de la Manouba. Si les avions étaient rares à l'époque, les hydravions en revanche étaient fort nombreux. L'idée de décoller à partir d'un plan d'eau a sans doute été inspirée par ceux qui ont pris un bain forcé, comme Gabriel Voisin, qui le 18 juillet 1905 est tombé dans la Seine avec son planeur Blériot-Voisin. Au cours des années 30, les hydravions pouvaient traverser la Méditerranée plus facilement que les avions, en volant d'île en île pour se ravitailler ou s'abriter des tempêtes. Ils se posaient sur les lacs ou dans les ports. Ces appareils sont les premiers moyens de déplacement aérien civil entre la France et l'Afrique du Nord pour le transport des voyageurs, du fret ou la poste. Le 14 août 1923, le bey de Tunis, Mohamed Habib, tient à assister en personne à l'amérissage du premier hydravion qui se posa sur le lac de Tunis Bouheira. En Tunisie, le mot a été lancé, l'hydravion a été roi. Entre 1920 et jusqu'à 1940, il y avait deux sociétés, une société italienne, l'Aérea Mediterranea, et la société française, Air Union, qui avaient des hydravions, quand ils amérissaient, étaient soulevés par des ballons, des sortes de grues, qui les soulevaient, qui les mettaient sur terre, ou qui les soulevaient pour les remettre en mer. Parce que ces hydravions n'ont jamais pesé plus de 3000 kilos. L'hydrobase de Tunis-Carthage se trouvait à 5 km de l'aéroport d'El Aouina. L'aire d'amérissage indiquée par deux barques aux dimensions de 1000 sur 1200 mètres a été draguée jusqu'à une profondeur de 1,10 m, alors que la profondeur moyenne du lac n'est que de 60 cm. Pour s'aligner sur la piste 29, donc celle dont je parlais face à l'ouest, le commandant Noël, nous demandait de nous repérer par rapport à l'ancienne hydrobase de Tunis. Une base qui était conçue pour recevoir les hydravions. Il fallait quasiment s'aligner sur une pointe que faisait un des quais des hydravions avec le reste du lac de Tunis. Et quand on s'alignait sur cette pointe au cap ouest, sensiblement, on se retrouvait, même si on ne voyait pas trop la piste, on se trouvait pratiquement dans l'axe et on pouvait corriger une fois que la piste était en vue, on pouvait corriger soit légèrement à droite, soit légèrement à gauche. À partir de juin 1924, Tunis est enfin doté de son premier aérodrome. Un bâtiment militaire au nord, des bâtiments civils au sud, une tourelle pour l'amarrage des dirigeables à l'ouest, et en face, le lac de Tunis pour recevoir les hydravions. Cette composition idéale pour un aérodrome
permet à El Aouina d'assumer toute la gamme des transports aériens de l'époque. Un décret bellical, daté de janvier 1949, ordonne la fermeture définitive de la base d'hydravion de Khayr el-Din. L'actuelle station aéroport du parcours TGM et cette allée bordée de palmiers, ancienne entrée de la base, reste le dernier souvenir de l'hydrobase. Le lac de Tunis n'a pas donné tous ses secrets. Le 21 février 1988, à 7 h du matin, une équipe de nettoyage des eaux bute contre les hélices d'un avion de chasse. On y découvre le corps du pilote français André Mercier, né le 11 février 1917 à Casablanca. Il était tombé le 14 juillet 1940 dans le lac de Tunis au cours d'un entraînement. Il est resté emprisonné dans le cockpit du Dewatin 520 depuis près d'un demi-siècle. Libéré de la cabine de pilotage de l'avion de chasse, la dépouille du pilote est demeurée en bon état de conservation. Le 21 février 1988, nous avons reçu au laboratoire de médecine légale d'Al-Charles-Nicole un cadavre qu'on nous a ramené du lac de Tunis. Au début, il était méconnu, inconnu quand on l'a reçu, mais c'est avéré après des recherches, des modifications, etc., qu'il s'appelait Mercier André. Nous étions vraiment surpris de l'état du corps, qui date d'une cinquantaine d'années, 48 ans exactement, était bien conservé. Quand je dis bien conservé, c'est-à-dire normalement pendant tout ce temps-là, on n'aurait rien trouvé, presque quelques ossements, mais là, il y avait de la chair, il y a de la peau, il y a des cheveux. Nous pensons qu'il a échappé à la putréfaction parce qu'on l'a trouvé au fond du lac, donc on considère que le fond du lac, la température était plus basse qu'à la surface de l'eau. Un miracle, le cockpit était complètement intact et donc il a isolé le corps du milieu extérieur et surtout de l'eau du lac qui était polluée. Un avion militaire de l'armée française vient chercher le corps du pilote au mois de mars 1988. Pendant la campagne de Tunisie par l'aviation alliée en 1943, les bâtiments du champ d'aviation d'El Aouina à Tunis ont été considérablement endommagés. À leur arrivée sur le terrain, les Américains construisent la piste 0322. Cette première piste goudronnée en Tunisie est actuellement abandonnée. La piste 0321 est une piste assez courte. Elle était assez courte. J'ai volé dessus, j'ai atterri dessus à plusieurs reprises, même sur caravane. Le génie de l'air français s'emploie à construire les nouveaux bâtiments. La totalité des bâtiments sont achevés en 6 mois. Pour réussir cette performance, les constructeurs ont mis au point la technique du préfabriqué. Du temps, quand j'ai débuté dans l'aviation, Tunis était équipé d'une tour de contrôle. Les autres aéroports tunisiens n'étaient pas très équipés encore. Le 16 avril 1945, l'aérogare internationale civile d'El Aouina, pourvue d'une première tour de contrôle,
est officiellement inauguré. En 2 ans, le trafic aérien s'est considérablement accru pour atteindre 20 avions et 160 passagers par jour, ce qui n'était pas négligeable à cette époque. L'immeuble abritant la direction de l'aviation civile au 1 rue d'Athènes à Tunis, bureau d'Air France d'abord et premier siège social de la compagnie nationale Tunisair, est officiellement inauguré en juin 1948 par le Premier ministre Moustapha Kahak, en compagnie du résident général et en présence de Maxime Ins. Ce dernier a veillé plus tard avec brio aux destinées d'Air France. À l'époque, les conditions étaient tout à fait différentes de ce que vous pouvez les vivre aujourd'hui, en ce sens que l'embarquement d'abord des passagers se faisait au siège social de Tunisair et d'Air France, où il y avait un car mis à leur disposition qui les acheminait vers l'aéroport. Quand le car arrivait à l'aérogare, le personnel sur place s'occupait à charger les bagages dans l'avion et il y avait un enregistrement assez rapide. Le 26 juillet 1958, l'État tunisien, indépendant depuis plus de 2 ans, décide de nationaliser l'administration de l'aviation civile et de la météorologie, gérée autrefois par Air France. Le service escale de Tunisair, créé en 1958, dont le rôle était d'assister les avions aussi bien Tunisair que des compagnies étrangères, Désormais, les passagers enregistrent directement à l'aéroport de Laouina sans passer par la rue d'Athènes. Pour des raisons de centrage de l'avion, il était nécessaire de relever le poids exact de l'avion. Aussi, la pesée ne se limitait-elle pas aux bagages, mais aussi aux passagers. Après un bref contrôle de police, une fouille et un marquage à la craie du bagage accompagné, les passagers attendent l'embarquement à l'extérieur. Puis rejoignent l'avion à pied. Bientôt, l'ancien aéroport de Laouina est devenu aéroport international de Tunis-Carthage. Ça s'appelait Laouina à l'époque. Il y avait 2 pistes. Il y avait une piste qui était orientée est-ouest. À l'époque, c'était la piste 1230. Maintenant, elle a changé un peu de numéro parce que, pour des raisons de changement de magnétisme de la Terre, ce qui fait qu'elle n'est plus 1230, elle est 1129. Elle est devenue 1129. Et il existait une autre piste qui était quasiment perpendiculaire à la 1230, c'était la 0321. 0321, ce sont 2 pistes perpendiculaires, donc, qui permettaient aux avions de se poser, enfin, quel que soit le vent, toujours avec une composante de vent de face. La piste d'atterrissage identifiée par des chiffres géants, remplaçant le mot Tunis écrit autrefois, indique le terrain d'aviation d'El Laouina. Ces chiffres montrent la position en dizaines de degrés par rapport au nord géographique. Ils sont placés à l'extrémité de chaque piste. 100, 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard. L'aéroport international de Tunis-Carthage s'élargit en d'une nouvelle piste d'atterrissage, la 0119, de 3200 mètres de long
et 45 mètres de large et peut désormais accueillir les Boeing 707. Il est désormais desservi par Air France et d'autres compagnies aériennes internationales. Également, dans les années 60, la compagnie américaine TWA fait escale à Tunis El Aouina pour ses lignes New York-Bombay. Attention s'il vous plaît, Tunisair, vol 922 à destination de Paris. Messieurs les passagers sont invités à se présenter au contrôle de police et de douane. الجوية التونسية في اتجاه مدينة جابس، المرغوب من السادة المسافرين أن يستعدوا للرحيل. Attenzione prego, i signori passeggeri tunisesi diretti a Roma sono pregati di dirigersi verso l'uscita. En avril 1966, une nouvelle tour de contrôle est construite à proximité des deux pistes d'atterrissage en seulement 7 jours, grâce à l'assistance américaine. La cabine supérieure, en préfabriqué, est ajoutée à une tour de 38 mètres. C'est cette même tour qui veille encore aujourd'hui à l'aiguillage des avions. En 1970, l'exploitation de tous les services aéroportuaires assurés jusque-là par Tunisair est cédée à l'Office des ports aériens de Tunisie, OPAT, créé le 3 juillet 1970. Le premier radar tunisien a été installé en 1972 sur le toit du Centre du contrôle régional de Tunis. Il a fonctionné jusque dans les années 90 grâce à la maintenance des techniciens de l'OPAT. L'entrée des Tunisiens dans le secteur de la navigation aérienne coïncide avec l'acquisition le 16 mars 1972 par Tunisair du premier Boeing 727. Le 1er août 1972, le président Habib Bourguiba inaugure le nouveau bâtiment de l'aéroport Tunis-Carthage avec une surface couverte de plus de 57 000 m². Le même jour a lieu l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'aéroport Monastir-Scanes. Avec la croissance du trafic, l'aéroport civil s'équipe progressivement des installations adéquates, nouvelles décorations, équipements modernes et nouveaux modes d'enregistrement. Un soin particulier est accordé au confort des passagers et à l'élégance du personnel, particulièrement les hôtesses. Les passagers sont mieux pris en charge et accompagnés jusqu'à la porte de l'avion. L'aéroport devient également un pôle d'attraction aux visiteurs oisifs qui payent pour s'asseoir à l'étage ou à la terrasse et regarder les avions s'envoler dans les airs.
Le développement continu du tourisme, conjugué à une croissance économique, pousse encore à améliorer la qualité d'accueil des passagers. De nouvelles extensions deviennent nécessaires. La superficie de la surface couverte est augmentée en avril 1998 de 21 500 m². On construit également une magnifique salle d'embarquement et 50 comptoirs d'enregistrement dotés d'un traitement automatique des bagages. La partie sous douane est étendue et dotée de nombreux guichets pour les formalités de police et de douane. Une séparation est faite entre le départ effectué au premier étage et l'arrivée au rez-de-chaussée. Des ascenseurs panoramiques ainsi qu'un embellissement architectural donnent à l'aéroport Tunis-Carthage un cachet très particulier. La construction d'un satellite d'une capacité simultanée d'embarquement et de stationnement de 9 avions, équipés de passerelles télescopiques, permettra l'accès direct aux avions. À partir de juillet 1998, l'exploitation de tous les services aéroportuaires est cédée à l'Office de l'aviation civile et des aéroports, OACA, anciennement OPAT, établissement public à caractère industriel et commercial. J'en ai un bon souvenir quand j'étais sur moyen courrier et maintenant je reviens sur long courrier, je trouve que tout va bien. Maintenant l'aéroport du Tunis est très bien équipé maintenant, donc ce qui facilite quand même nos arrivées ici. Tout va bien. Tunisair Handling, filiale de Tunisair, créée le 13 octobre 2004, est présente au niveau de tous les aéroports de la Tunisie pour la fourniture de services d'assistance aux compagnies aériennes. Assistance des passagers, traitement des avions et des bagages. En septembre 2006, un nouveau terminal pour les vols charter et les vols à destination de la Mecque, pouvant accueillir 500 000 voyageurs par an, proche du terminal 2, l'aérofret, aérogare du fret, assure le transport des marchandises dans les soutes des avions réguliers et à bord des avions cargo. C'est un vol cargo qui fait une tournante sur les terrains d'Afrique du Nord, c'est-à-dire une partie de Paris pour faire Casablanca, Alger, nous Tunis bien sûr, et nous continuons sur Tripoli pour rentrer ce soir à Paris, pour amener bien sûr ce qui ne tient pas dans les soutes des avions passagers, les volumineux, les colis volumineux et lourds. Les espaces de service pour le confort des passagers et des hommes d'affaires sont également rénovés. Un éventail de compagnies aériennes internationales desservent désormais l'aéroport de Tunis-Carthage.